La peste noire, la grippe espagnole, le choléra et même le Covid, les épidémies ont jalonné notre histoire, souvent réduite à des représentations moyenâgeuses. Pourtant, elles nous permettent de comprendre les pandémies auxquelles nous pouvons faire face aujourd'hui. À travers 5 grandes périodes historiques de l'Antiquité, nous vous emmenons à la découverte de la naissance des épidémies. Épisode 1, les maladies d'Homo sapiens. La pestiférée est coupée du reste du monde. J'ai l'air d'être infectée. Pandémie. C'est pandémie. Fièvre, soif dévorante, taches sur le corps. L'épidémie, c'est qui diffuse sur le peuple. La contagion se répandit dans tous les quartiers de la ville. Cette série, elle a été écrite avec le professeur Renaud Piarou. Il est épidémiologiste, chef de service à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il y a quelques semaines, il était d'ailleurs à Mayotte pour enquêter sur le choléra qui a fait son retour dans l'archipel. Au quotidien, il remonte le fil des épidémies qui font surface aujourd'hui, mais pour les comprendre, il s'est intéressé à toute leur histoire depuis des milliers d'années. C'est lui qui va nous guider durant ces 5 épisodes pour comprendre comment notre évolution est liée à celle des maladies. Et pour commencer notre discussion, il a suggéré de poser les bases scientifiques. Les microbes ont en commun d'être des êtres vivants, et donc ils obéissent aux mêmes règles que nos cellules à nous. À savoir, parce que on en aura beaucoup besoin, ils utilisent des molécules qui s'appellent l'ADN et l'ARN. L'ADN, c'est la molécule essentielle, c'est la bibliothèque de toutes les recettes que notre corps va utiliser, en particulier pour fabriquer les protéines. Donc, c'est quelque chose de très stable. Il ne faut pas que cette bibliothèque soit abîmée chaque fois qu'on consulte un livre, et qui est bien conservée, et de génération en génération, cette bibliothèque est reproduite. Donc, imaginons un très grand livre de recettes. L'ARN, c'est ce qui va permettre de mettre en œuvre cette recette. Alors, on va dire c'est une photocopie de la recette, moins bien faite que la recette elle-même, en tout cas un tout petit peu moins stable, mais qui est censée reproduire exactement la même recette, qui n'est pas tout à fait dans le même langage, et qui va pouvoir être amenée en cuisine pour, dans nos cellules, fabriquer les protéines. Donc ces molécules, l'ARN, l'ADN, contiennent toute l'information génétique, tout ce qu'on est capable de faire, et on va beaucoup les utiliser pour étudier les microbes. Alors, ce que j'entends par microbe, ça va être au sens très large. Normalement, c'est ce qu'on voit au microscope et qui est vivant. Donc, ce sont les bactéries, des petits parasites qu'on appelle les protozoaires. Il y a aussi des champignons microscopiques, mais on en parlera très peu. Et puis, j'ajoute les virus, puisque les virus, on peut considérer qu'ils ne sont pas totalement vivants, parce qu'ils ont vraiment besoin du vivant pour se reproduire, mais on va les inclure dedans. Il y a des virus ADN et des virus ARN. Les virus ADN, c'est comme c'est une molécule solide, eh bien, on va pouvoir récupérer l'ADN longtemps après. Les virus ARN, c'est quelque chose qui se perd facilement, donc on aura du mal à reconstituer leur histoire si on remonte plusieurs dizaines d'années en amont, voire plusieurs centaines ou plusieurs milliers. Ces bases scientifiques, c'est ce qui va nous permettre de remonter l'histoire des maladies de nos ancêtres, notamment à l'époque de la préhistoire où l'homme rencontre ces fameux microbes. Tout cela, on peut le savoir grâce à la lecture de l'ADN. Où est-ce qu'on peut trouver l'ADN ? On le trouve dans les os et on le trouve encore mieux dans la pulpe dentaire. Donc si on a accès à des squelettes de personnes, on peut prendre les dents, les couper en deux de manière extrêmement stérile et ensuite récupérer une micro-goutte de sang qui a séché mais qui est à l'intérieur de la dent, bien conservée, et aller lire les fragments d'ADN qui restent là-dedans, qui sont modifiés, qui sont raccourcis. C'est un peu comme des petites phrases qu'on va récupérer. Et en mettant bout à bout ces petites phrases, on va pouvoir lire cet ADN des milliers d'années après. Donc ça, c'est une méthode. Une autre méthode, c'est de prendre les êtres vivants actuels. Je ne sais pas moi, les bacilles de la tuberculose, par exemple. Pareil, c'est des bactéries, il y a de l'ADN. Et on va lire la totalité de leur ADN, on appelle ça le génome, le livre de recettes. Et il y a des petites différences entre ces deux bacilles de la tuberculose, ne sont pas totalement identiques. Et ces petites différences nous permettent, pas à pas, de remonter à leur ancêtre commun.
on peut constituer ce qu'on appelle l'arbre phylogénétique, l'arbre généalogique en quelque sorte, de ces bactéries. Si on voit par exemple que dans telle zone géographique, on trouve les mêmes bacilles de la tuberculose, les mêmes ancêtres en quelque sorte dans deux zones géographiques, l'Europe et les Amériques, on finit par en déduire que la tuberculose qui est actuellement dans les Amériques provient d'Europe et avec une datation du nombre de mutations, on peut même dire que ça vient à partir du moment où l'Europe a colonisé les Amériques. Renaud Piarou mentionne la recherche d'ADN dans les ossements, mais ils peuvent également être utilisés pour identifier des lésions laissées par certaines maladies. Les méthodes que l'on vient d'étudier nous permettent désormais d'établir quels microbes étaient déjà présents du temps de la préhistoire. Il y a déjà les microbes qui ont évolué parallèlement avec l'homme. Sans prendre des microbes, je vais prendre les poux. En fait, les singes ont des poux, les rongeurs ont des poux, les grands singes ont des poux, les humains ont des poux. Et quand on regarde l'arbre généalogique des poux des humains, des grands singes, des autres singes, des rongeurs, on s'aperçoit que les embranchements sont les mêmes que la séparation de ces espèces. Quand l'espèce humaine est apparue, les poux de l'espèce humaine se sont séparés, par exemple, du chimpanzé qui est notre ancêtre le plus commun. Donc ça permet de comprendre qu'un certain nombre de maladies existaient. On va avoir des maladies virales qui fonctionnent comme ça, comme la varicelle. Alors la varicelle peut paraître une maladie aiguë, mais en fait, quand on fait la varicelle, on garde le virus. Et c'est ce qui va donner plus tard le zona. On pourrait parler aussi, pendant la préhistoire, de la lèpre. La lèpre a accompagné l'humanité depuis très longtemps. Et puis, il y a peut-être un dernier exemple qui est que certains pathogènes, certains microbes peuvent ne pas persister toute la vie chez nous, mais finalement nous attaquer tellement régulièrement parce qu'on n'arrive pas à faire d'immunité qu'il est possible pour ce microbe de se maintenir même avec des groupes humains relativement limités. Je prends l'exemple du paludisme. Le paludisme, il est transmis par des piqûres d'insectes et ces moustiques-là, finalement, peuvent faire le lien, on appelle ça des vecteurs, entre les différents hôtes. Donc très probablement, dans la forêt africaine, là où il y a les gorilles et il y a aussi des humains, des personnes ont commencé à être contaminées. Et quand les groupes humains sortaient de l'Afrique, éventuellement, ils pouvaient amener avec eux ce parasite. D'autres maladies devaient probablement exister à l'époque de notre ancêtre Homo sapiens, mais certaines ne laissant aucune lésion et les restes humains disponibles pour faire ces études étant limités, il est difficile d'en établir une liste complète. En revanche, il est possible de déterminer quelles maladies n'étaient pas présentes. La logique, c'est de se dire que si on a affaire à une maladie, je vais prendre une maladie qui est aiguë et qui immunise. On va prendre la rougeole. Moi, j'ai fait la rougeole quand j'étais petit et je suis immunisé à vie contre le virus de la rougeole. Je ne peux pas attraper une nouvelle fois la rougeole. Si je vis dans une petite société où on est quelques dizaines, si un jour j'ai la rougeole, je contamine les gens autour de moi, mais ça s'arrête là. Tout le monde finit par avoir eu la rougeole. Certains peuvent mourir de la rougeole, la plupart survivent, mais tout le monde est immunisé à la fin. Donc le virus disparaît. Du temps de la préhistoire, quand les groupes humains étaient relativement peu nombreux et avaient peu de contacts les uns avec les autres, ce genre de maladie ne pouvait pas être transmis. Et de fait, on sait que la rougeole est apparue dans le premier millénaire, vers la fin du premier millénaire après Jésus-Christ. Donc on peut comme ça dire, telle maladie avait peu de chances d'exister. Alors qu'il y a d'autres maladies, on a parlé de la tuberculose, on attrape la tuberculose peut-être dans l'enfance, on vit toute sa vie en hébergeant le microbe, et puis 10 ans, 20 ans après, on a le microbe qui réapparaît, et là on peut faire par exemple une tuberculose pulmonaire, on tousse, on crache, et on propage le microbe et on le transmet aux autres. Donc même si les groupes humains étaient relativement limités en nombre, ça suffisait pour la transmission de la tuberculose. Voilà 2 exemples, rougeole d'un côté, tuberculose de l'autre, qui montrent que certaines maladies pouvaient bien se transmettre et d'autres pas du tout. Et à quand on peut remonter ? Alors la tuberculose, on peut remonter très très loin quand on regarde les lésions osseuses. Mais il faut se méfier. Avant Homo sapiens, il y avait par exemple Homo erectus, il y a des centaines de milliers d'années,
et on va trouver des lésions osseuses qui ressemblent à celles de la tuberculose. Mais les squelettes ne sont pas très bien conservés et c'est toujours discutable. Après, si on regarde les séquences de l'ADN qu'on a actuellement et qu'on remonte le temps en regardant les différences, on a finalement une maladie qui, en tout cas pour les bactéries de la tuberculose actuelle, remonte à 5000, 6000 ans en arrière. À ce moment-là, les bactéries étaient plutôt situées en Afrique, mais on sait qu'il y avait de la tuberculose avant. Donc on a des lésions très très évocatrices qui datent il y a 10 000 ans, puisque c'est 8500 ans avant Jésus-Christ, et en même temps, les formes actuelles, les différents génomes de Mycobacterium tuberculosis, l'agent de la tuberculose, se regroupent, ont un ancêtre commun qui, lui, est un peu plus récent, qui date, mettons, de 5-6 000 ans. La lèpre, on peut monter plus loin, beaucoup plus haut, 40 000 ans, mais probablement, on doit aller encore beaucoup plus loin, mais c'est extrêmement compliqué de le faire. On a beaucoup de restes, on a beaucoup de possibilités sur les derniers millénaires de la préhistoire. Avant, c'est quand même très compliqué. Ça, c'est finalement ce qu'on a décrit jusqu'ici. C'est la situation qui prévalait lorsque Homo sapiens a à peu près 300 000 ans. Donc dans cette période-là, jusqu'à il y a quelques milliers d'années, lorsqu'ils vivaient en groupe à la fois nomades et pas très nombreux. Et puis arrive le moment où un certain nombre de ces groupes vont se sédentariser. Et donc le mode de vie va changer. Des villages vont naître, puis des villes. Et ça change complètement le paysage infectieux de l'humanité, en quelque sorte. La sédentarisation, c'est donc le point de départ du prochain épisode. On laisse la préhistoire derrière nous et je vous emmène en Égypte. Les pharaons ont-ils aussi fait face à de grandes épidémies ? Réponse demain, toujours accompagnée de Renaud Piarou. Naissance des épidémies est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisée par Jules Cros et produite avec Mathias Pengili et Léa Bertrand.